Bonjour monsieur, merci beaucoup d'avoir accepté de venir à notre événement. Et nous, on se demandait comment est-ce que vous en êtes venu à devenir océanographe. Et du coup, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu, s'il vous plaît? Oui, bonjour à toutes et à tous et merci de m'avoir invité. C'est un vrai plaisir d'être avec vous ici. Alors, en fait, j'ai déjà rencontré une partie de la bande mardi soir au Champ Libre. Et donc, je crois que c'est Stéphane qui m'a demandé de présenter des diapos. Alors, j'avais dit non à l'époque, mais dans le train en venant, j'ai eu la possibilité de rassembler quelques-unes. Alors, ça répondra pas à toutes vos questions en diapo, mais on va quand même essayer d'illustrer, quoi. Alors, la première question, c'est comment suis-je devenu océanographe? Alors, est-ce que ça marche comme ça? C'est ça, oui. Voilà. Alors, c'est une histoire un peu complexe. J'ai plusieurs sites web là, que vous pourriez regarder, hein, le cas échéant, y compris un site web perso qui s'appelle repère-évolutiondumonde.fr, sur lequel vous avez plein de choses, des récits de campagne, des poèmes, des contes, etc., dont le conte du Petit Prince qu'on a évoqué l'autre jour. Voilà. Alors, en fait, je suis... ça passe peut-être trop vite. Alors, en fait, je suis ingénieur chimiste de formation, école de chimie de Rennes, en l'occurrence, quoi. Et là, j'avais, si je peux dire, attrapé deux passions. Une passion pour la thermodynamique, plutôt la physique, hein, et puis également une passion pour la chimie des eaux. Et puis, avant d'aller dans la vie professionnelle, simplement pour le plaisir, mais j'ai eu la chance d'avoir une bourse de l'État pour me former à autre chose. J'ai fait 1 an à l'Institut d'administration des entreprises. Rien à voir donc avec la science, quoi, et qui me donne un éclairage sur l'économie et sur la vie en société, notamment par le droit, quoi. Et c'est fort pratique dans le monde mouvant dans lequel nous sommes. Et après, mon premier job a été à EDF. Alors, EDF, c'était ma passion thermodynamique. C'est ce que j'ai expliqué l'autre jour, je vais essayer de le refaire ici. Qu'est-ce que je faisais là-bas? Je faisais brûler du fioul à haute température, avec un peu d'oxygène dans l'air, et je faisais ce qu'on appelle un plasma, donc un gaz très chaud. Et dans ce gaz, j'injectais un peu de potassium, et je faisais passer le tout dans un champ magnétique, et de telle sorte, c'était la loi de Faraday, la règle des 3 doigts, je récupère dans le sens perpendiculaire une force électromotrice, donc de l'électricité. Alors quel était le but? Le but était d'améliorer les rendements des centrales thermiques classiques, qui, comme je l'ai dit l'autre jour, ressemblent à un coureur cycliste, qui font 3 tours de pédale, dont 2 dans le vide, c'est-à-dire le rendement est de 30%. Et donc c'était chouette comme expérience, mais malheureusement, EDF a arrêté ce département, fermé le département. Alors j'ai été titularisé, les gens m'ont pris pour un fou, mais au moment de se lancer, à côté de Brest d'ailleurs, le Sodexo, qui était l'ancêtre d'Ifremer. Et du coup, je suis passé sur ma deuxième passion, essayer d'aller dans la chimie de l'eau de mer. Mais là, il n'y avait pas encore de chimiste embauché au Sodexo. J'ai donc envoyé un CV à un curriculum vitae à la fac de sciences de Brest, et surpris, j'ai eu une réponse d'un prof: rendez-vous dans un café sur la place de la Sorbonne. C'est comme ça que j'ai été recruté à l'époque et que j'ai commencé donc une carrière d'océanographe progressivement. Voilà, dans mon histoire. Je ne sais pas si c'est... Oui, alors voilà, ensuite, c'est ce que j'expliquais l'autre jour, hein. J'ai eu la chance de faire plein de campagnes en milieu hauturier dans tous les océans du monde. L'océan Atlantique, l'océan Pacifique, l'océan Indien et l'océan Antarctique. Alors je ne suis pas allé au Groenland, je suis allé au Svalbard, au Spitsberg, en l'occurrence, quoi, pour une mission scientifique, mais sans embarquer véritablement au Spitsberg. Je suis simplement allé ensuite en navire au Lofoten, quoi. Mais donc je n'ai pas l'expérience du Groenland, et donc j'apprends plein de choses aujourd'hui avec vous. Voilà mon histoire d'océanographe, comment je suis devenu océanographe. Est-ce que vous voyez une différence entre l'océan de votre enfance et l'océan de 2024 ? Alors, il y a plusieurs différences, et là, il faut peut-être distinguer entre les océans du large et l'océan côtier. Alors, ce qui est apparu quand je suis allé pour la première fois dans l'Antarctique, tout le monde a entendu parler sans doute de Moby Dick, la baleine, enfin cachalot, qui a embêté un certain nombre d'humains, d'Homo sapiens. Et en fait, quand on va pour la première fois dans l'Antarctique, on s'attend à en trouver. À l'époque, on n'en trouvait pas. Et au cours de ma carrière dans
l'océan Antarctique, j'ai eu la chance de voir en revenir. Donc, première différence. Alors, sur l'océan côtier maintenant, plus près de chez nous, eh bien, on voit aussi qu'effectivement, de temps en temps, il y a des pollutions visibles. Par exemple, les fameuses marées vertes qui se déposent le long des plages et qui sont engendrées par le rejet excessif d'azote sous forme de nitrate, en fait, par l'agriculture dans les bassins versants qui sont en amont. Ceci n'existait pas du tout il y a 50 ans. Donc on a vu une grande transformation de nos écosystèmes côtiers. Voilà 2 exemples de transformation. Ok, et pouvez-vous nous expliquer l'impact des pôles sur le climat global de la Terre? Voilà, alors c'est la 2e série de diapos. J'espère que ça va marcher. Donc en fait, on est bien sur les pôles, d'accord, pôle Nord et pôle Sud. Ok. Et donc la grande différence entre les deux, c'est que le pôle Nord est au milieu en fait d'un océan, qui est l'océan Arctique. Et quand vous allez véritablement au pôle Nord, vous faites comme avait fait à l'époque de sous-marins russes, vous allez jusqu'à 4 000 mètres de fond pour déposer votre pavillon national, en l'occurrence, ce qui était un abus de pouvoir. Mais enfin, peu importe. Donc le pôle Nord est au fond de l'eau. Quand vous allez dans l'Antarctique, l'Antarctique est un continent avec une énorme calotte glaciaire qui fait 2 à 3 km d'épaisseur, et le pôle Sud, où se trouve la station américaine Amundsen-Scott, est effectivement donc en altitude. Et la France a sur ce plateau polaire géré en commun avec l'Italie la station Concordia. Voilà, donc première différence entre les deux. Ensuite, eh bien, les pôles, véritablement les océans polaires, sont, on peut dire, les moteurs de la circulation mondiale. Je vais peut-être me lever pour expliquer ça. Ça sera plus simple. De toute façon, ce que vous voyez exactement de quoi je parle. Alors, je suis d'abord dans l'océan Arctique, ok, et au large du Groenland, au large de la Norvège et au large du Labrador. Le Labrador est juste entre le Groenland et le Canada. Vous avez donc des vents froids qui soufflent. Et ces vents froids qui soufflent, en fait, refroidissent l'eau. C'est pas trivial, hein, ok. Et donc, cette eau qui est froide est dense. Cette eau coule. Ce sont les courants bleus qui démarrent. Ils coulent et ils s'enfoncent dans les abysses vers l'Atlantique Sud. Et le même phénomène se produit au large de l'Antarctique, dans la mer de Weddell, qui est au sud du Cap Horn. Et donc, vous avez 2 sources principales de courants froids dans l'océan mondial. Ces courants froids tapissent les abysses, parcourent l'Indien, viennent en butée jusqu'au nord de l'océan Pacifique, et là deviennent en surface des courants chauds qui se rebouclent, qui vont au bout de 2000 ans retrouver la mer de Norvège et la mer du Groenland. La petite différence par rapport à l'expérience que vous avez faite, c'est que vous avez sans doute fait fondre votre glaçon dans une eau douce, pas salée. Ok, alors on en reparlera après, ça marche. Donc voilà, en fait, en tout cas, le moteur de la circulation mondiale est dans les pôles, parce que les vents froids qui soufflent ont la capacité de refroidir l'eau de mer qui coule. Ça marche? Ok. Alors, il y a d'autres choses que je vais peut-être passer. Ensuite, il y a plein de choses intéressantes à commenter. Je vais les commenter dans l'ordre. Alors, les océans polaires, en fait, donc, comme vous le savez, l'océan Arctique se réchauffe beaucoup plus rapidement que nos eaux, même en Méditerranée. Et de ce fait, en fait, la glace de mer, d'accord, pas la glace d'eau douce, pas les calottes polaires, mais la glace d'eau de mer, la glace d'eau de mer a tendance à se rétrécir. Et sur ce graphe, ici, on peut représenter la diminution de l'extension du pack, enfin de la glace de mer arctique, avec les émissions de CO2. C'est directement corrélé. Ça marche vraiment très bien, ce qui montre que c'est une action directe du réchauffement climatique et donc de nos rejets de CO2 qui produit cette variation. Alors, je suis désolé, j'ai pas mal d'indications en anglais, j'ai fait le tri des diapos, mais enfin, vous n'aurez pas trop de mal à suivre. Alors, qu'est-ce qui se passe en Antarctique maintenant? Là, je vais prendre tout de suite le couvert de glace de mer en Antarctique.
Et là, le minimum, en fait, est au mois de septembre. Attention, hein, on a la tête à l'envers, on est à l'hémisphère sud, ok? Donc les saisons sont renversées. Et vous avez ici, vous n'aviez pas de tendance à la décroissance de la couverture de glace de mer en Antarctique, sauf à partir de 2016. Et depuis, ça s'est confirmé. C'est-à-dire qu'effectivement, on est en train également de constater la régression de la glace de mer dans l'Antarctique comme dans l'Arctique. Voilà, alors point important, on a vu à la conférence de mardi dernier, c'est que en rejetant du CO2, en rejetant du méthane, on augmente l'effet de serre dans l'atmosphère. Donc on crée de la chaleur supplémentaire. Cet excès de chaleur, où passe-t-il? Pour 90%, il passe dans l'eau de mer. Pourquoi? Parce que l'eau de mer est conductrice de la chaleur. Eh bien, les pôles jouent un rôle important parce que 50% de cet excès est donc collecté par les pôles, enfin par les océans polaires, et particulièrement l'océan austral, donc qui joue un rôle tout à fait fondamental dans la régulation thermique. Deuxième point, les jeunes ont montré tout à l'heure que quand on injecte du CO2 dans l'eau, ce CO2 se dissout dans l'eau. Donc le CO2, effectivement, est capté notamment dans les eaux froides. Et les océans polaires, à eux tout seuls, en captent 80%. Donc vous voyez que les océans polaires jouent un rôle fondamental pour la régulation du climat. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là pour cet aspect-là. C'est bon? J'ai répondu à la question, là? Oui. Okay. Il y a un laser sur ça, tout en rouge. C'était si vous il y a un voulez. pointeur laser, Ouais. Et qui marche en plus, c'est parfait. Merci. Merci beaucoup. Et du coup, nous, on se demandait... l'océan, il pompe de différentes manières le CO2. Donc, vous appelez ça la pompe de solubilité. Et le dioxyde de carbone atmosphérique, il se dissout dans l'eau et c'est en fonction de la température et la salinité de l'eau. Alors, si l'eau devient plus douce, est-ce que ce transfert sera toujours possible? Alors, je vais peut-être répondre à cette question d'abord. En fait, les gaz de l'atmosphère se dissolvent dans l'eau de mer. Et plus l'océan est froid, plus la dissolution est possible. Donc plus vous réchauffez l'océan, moins la dissolution sera possible. Donc par conséquent, le fait d'injecter du CO2 dans l'atmosphère, on a vu que ça réchauffait les eaux, ça réchauffe l'océan, et donc ça réchauffe l'océan de surface qui va dissoudre de moins en moins le CO2 atmosphérique. Donc il y aura une limite. On ne sait pas quand elle arrivera, mais il y aura une limite, effectivement. L'océan va perdre progressivement son rôle de régulateur. Ça marche? OK. Et du coup, est-ce qu'il y a un point de bascule d'absorption du carbone dans les océans? Est-ce qu'on ne risque pas d'atteindre un trop-plein? Alors, on ne sait pas répondre à la question, c'est-à-dire on ne sait pas quand ce renversement se fera, c'est-à-dire le moment où l'océan ne sera plus capable de capter le CO2 parce qu'il sera trop chaud. Ouais. On ne sait pas, mais probablement, on va vers cette tendance-là. Donc la solution logique, le raisonnement logique, est de dire qu'il faut réduire drastiquement les rejets de CO2 dans l'atmosphère et donc d'arrêter d'utiliser des hydrocarbures. N'en déplaise à M. Trump. Merci. Et aussi, est-ce qu'il reste beaucoup d'espèces à découvrir dans l'océan et dans les abysses? Alors ça, je vais zapper sur un autre sujet rapidement. Alors en fait, je ne vais pas tout à fait répondre à la question, pas exactement comme ça. Implicitement, la question qui est posée, c'est que si on continue à exploiter les océans, les ressources biologiques de l'océan, comme on le fait maintenant, effectivement, à quoi ça va aboutir? Est-ce qu'il y a des découvertes à faire dans les abysses? C'est à peu près ça la question. Hein? Ça marche? OK. Alors on va tourner comme ça. Alors, ici, vous avez un immense banc de petits pélagiques. Ce sont des sardines d'ailleurs au large de l'Afrique du Sud d'ailleurs. Alors juste pour nous rappeler que nous aimons le poisson, j'aime le poisson, nous sommes des prédateurs par conséquent des poissons, mais nous ne sommes pas les seuls. Et j'ai une grande admiration pour d'autres prédateurs que sont les oiseaux.
Donc, il ne faut pas l'oublier parce que nous sommes vraiment en compétition. Il faut qu'on se rende compte qu'on est en compétition avec le reste, avec d'autres éléments de la chaîne alimentaire, dont les oiseaux. Alors, au XIXe siècle, un scientifique qui s'appelait Thomas Huxley a écrit une grande bêtise. Il disait que probablement toutes les grandes pêcheries sont inépuisables. C'était l'époque des pêches à la morue, etc. C'est évidemment une profonde erreur, mais voyez un petit peu la mentalité avec laquelle nous, les Homo sapiens, nous abordions les richesses de la nature à cette époque-là, dans ces siècles-là. Alors quand on regarde maintenant les prises de pêche au niveau mondial, ça sont des données de la FAO, donc une organisation liée à l'ONU, depuis 1950 jusqu'à maintenant. Alors en bleu pâle, ce sont les pêches dans les eaux marines. C'est le total des captures de pêche en millions de tonnes par an, de tonnes fraîches comme on dit par an. Et on voit que depuis les années 50, on a agrandi nos captures de plus en plus. Et puis on arrive à une limite. En 1990, on n'arrive plus à pêcher plus. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai, ceci, ce sont les pêches déclarées. Or, il y a des pêches illégales, il y a des pêches de nations, y compris de la Chine, qui ne jouent pas le jeu, et on estime que cette courbe est probablement sous-estimée de 30%, mais pas plus, quoi. Mais ça ne change pas le fait qu'on soit sur un plateau. Donc, on s'adresse à d'autres formes de pêcherie. Bien sûr, il y a les pêcheries d'eau douce, qui sont en bleu foncé, et puis surtout l'aquaculture. L'aquaculture, soit dans les eaux continentales, qui sont en rose pâle, je ne sais pas comment vous le voyez, et l'aquaculture, dans les eaux continentales qui sont en rouge foncé, et l'aquaculture dans les eaux marines qui sont en rose pâle. Donc, autrement dit, pour pêcher davantage de poissons, eh bien, on cultive les poissons dans des environnements spécifiques, mais qui sont parfois très polluants. Donc, en gros, l'idée, c'est qu'effectivement, qu'on est en train, sans doute, d'épuiser les ressources en poissons. Alors là, j'ai un joli schéma qui est dû à Daniel Pauly, qui est le meilleur spécialiste des pêches au niveau mondial, qui réside au Canada, à Vancouver, en fait, et qui vous dit ceci. Alors, sur l'axe ici des Y, comme on dit, d'accord, les jeunes verront de quoi je parle, c'est la profondeur dans l'océan. 100 mètres, 1000 mètres, 10 000 mètres, voilà. Et ici, c'est les années qui défilent, depuis 1950 à maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a progressivement épuisé, exploité les ressources, 100% des ressources dans les eaux de surface. Donc, on s'adresse aux ressources de plus en plus profondes, quoi. Et vous voyez qu'on arrive à, effectivement, exploiter les ressources profondes à 40% de leur stock. Alors, c'est une histoire de capital et d'intérêt. Quand votre capital se renouvelle, le système peut marcher, mais quand le capital ne se renouvelle pas, ben vous épuisez votre capital, quoi. On en est là actuellement, donc on n'est pas très brillant, nous, Homo sapiens, vis-à-vis des autres espèces marines. Alors, je vais passer après rapidement, parce que ça va durer trop longtemps sans doute, juste pour vous dire jusqu'où on peut aller. Alors ici, je suis, vous voyez où est le Cap Horn, d'accord? Vous prenez un peu plus au nord, vous montez à la Namibie, le long des côtes de Namibie, qui sont des eaux extrêmement riches en poissons. Ça, c'est dû aux alizés, je n'ai pas le temps de vous expliquer ça. Mais donc, en 1975, on pêchait plus de 16 millions de tonnes de petits pélagiques, quoi. Et brutalement, ça s'est effondré. Pourquoi? Parce qu'on a surpêché. On a vu apparaître à la place, dans les eaux, des véritables, on peut dire, une mer de méduses. Donc, presque une eau dense, quoi. Voilà comment le système réagit, totalement déséquilibré, et les espèces non pêchées prennent le dessus, sans doute, à nos détriments. Mais on a des solutions, dont je n'ai pas le temps de parler ici, qui est ce qu'on appelle l'approche écosystémique des pêches. Je vais passer ça, juste vous montrer à la fin, donc ceci est trop complexe, je vais vous montrer à la fin comment ça marche. Plusieurs nations essayent d'exploiter les ressources en tenant compte de la façon dont l'écosystème marche. Donc on évite d'épuiser les ressources. On tient compte de la variabilité normale en fonction des vents, en fonction des courants. Bien sûr aussi, il faut que les pêcheurs aient du revenu. Donc il y a des intérêts parfois contradictoires qu'on essaye de concilier et on a commencé à appliquer cette démarche qui est tout à fait positive et qui marche pour
la Namibie, pour l'Afrique du Sud, mais aussi maintenant dans la zone du Canada et les USA commencent aussi. Donc on est en marche pour mieux gérer nos ressources. Ça marche ? Ok. Oui. Et il y a du plastique partout dans l'eau, même au Groenland, nous l'avons observé. À quel point cette pollution impacte la biodiversité ? Alors je n'ai pas de diapo pour ça, mais je vais expliquer comment que ça marche. Une des pollutions qui nous inquiète actuellement sont les rejets de plastique. Le plastique, c'est fantastique, comme on disait à l'époque, dans les années 70, quand j'étais un peu plus jeune. Mais le plastique, maintenant, c'est devenu dramatique, parce que les quantités qui sont rejetées par nos habits, qui se désagrègent dans les machines à laver, on rejette ça en mer, tout finit évidemment par aller en mer, sont absorbés par les êtres vivants, microscopiques, macroscopiques, et en mangeant des huîtres, on mange du plastique, en mangeant du poisson, on mange du plastique, et donc ceci perturbe profondément la vie marine. C'est une de nos sources d'inquiétude, et la perturbation est telle qu'on peut douter effectivement que certaines espèces survivent. La seule solution, c'est effectivement de changer drastiquement nos habitudes et d'arrêter d'utiliser des sacs de plastique dans la mesure du possible, et ou d'utiliser des plastiques vraiment biodégradables. C'est un enjeu qui est à notre portée. En fait, on sait faire. Ce n'est pas une difficulté insurmontable. Et on sait faire, j'ai presque envie de dire, à court terme, en l'espace d'une génération, on peut parfaitement arriver à changer d'habitude. Donc il y a de l'espoir si on veut bien faire l'effort. Ça marche ? Est-ce que vous avez une anecdote de votre plus beau souvenir d'expédition oui. à nous raconter ? J'en ai même plusieurs, mais je vais en illustrer une. Bon, je vais passer là-dessus. Voilà. Alors, probablement dans les campagnes que j'ai faites, dans mon souvenir, la plus merveilleuse, c'est une aventure européenne que j'ai eu la chance de réaliser à bord du navire allemand, le Polarstern, que je montrais tout à l'heure. Alors, c'était une campagne qui a été montée au niveau de l'Europe, qui a duré 6 mois. Donc, chaque partie, on appelle ça un leg, une jambe en quelque sorte, durait 2 mois. Et nous avions tous à travailler dans cette zone ici, qui est dans le triangle rouge, pour observer la variabilité du système antarctique. Alors, nous sommes partis de Punta Arenas, dans le détroit de Magellan, à bord de ce navire, qui est le Polarstern, l'étoile polaire, et qui est un brise-glace, un vrai, c'est-à-dire qu'il n'est pas arrêté par 4 mètres de glace. Et donc, pour rentrer dans la mer de Weddell, qui est l'échancrure, qui est donc en bas ici, à droite, d'accord ? Et cette mer-là, c'est un tourbillon un petit peu comme dans l'Arctique, c'est-à-dire que les courants le poussent dans le sens des aiguilles d'une montre, là. Donc la glace se déplace, et peut-être certains d'entre vous se rappelleront de l'histoire de Shackleton, dont le navire a été pris dans les glaces, et qui a finalement dérivé dans le sens aigu d'une montre, et dont on vient de retrouver l'épave, à 3000 mètres de fond, enfin retrouver visuellement l'épave à 3000 mètres de fond. Donc en fait, nous étions dans cette zone-là pour étudier l'impact de la glace sur la biologie marine. Alors, première chose, arrêt des opérations, parce qu'un navire anglais appelle au secours. Il s'agit du John Biscoe, qui devait aller ravitailler les îles Falkland, les îles Malouines, qui sont au large de l'Argentine, et du Chili en fait, et qui n'arrivait pas à passer la glace. Le navire, ce n'est pas un brise-glace, et il est arrêté par le moindre roller, comme on dit, le moindre morceau de glace. Donc le commandant appelle le chef de mission, qui était Victor Metacek, un ami allemand. Il nous réunit tous et on prend la décision d'arrêter les opérations. Je peux vous dire que c'est une décision difficile à prendre parce que les opérations coûtent très cher et donc ne plus pouvoir travailler, évidemment, c'est à nos dépens. Mais la solidarité des marins en mer est automatique, aucun doute là-dessus. On a immédiatement cessé les opérations et on est allé au secours du John Biscoe pour à la fois récupérer
les hommes, les vivres et le courrier. Le courrier était extrêmement important à cette époque, il n'y avait pas les transmissions par satellite, quoi. Et donc, nous sommes allés cap direct dans la glace, jusqu'en face de l'île Sekni, qui est ici. Vous voyez que nous sommes vraiment dans la glace, et la progression du Polarstern provoque cette fissure. Okay. Immédiatement, on a vu le phare de l'île Sekni, et donc les Anglais sont venus chercher leurs hommes, leurs vivres, et le courrier en skidoo, et ils étaient sauvés. Voilà, nous avons repris nos aventures, et une de nos surprises a été de voir que la glace, ce milieu glacé, que l'on peut considérer comme n'étant pas favorable à la vie, quand le Polarstern fait bouger les plaques de glace et les retourne, on voit apparaître de la glace brune, c'est-à-dire en fait une glace colonisée par les micro-organismes. Il y a de la vie sous la glace, c'est même extrêmement vivant, à tel point que des crevettes, par exemple, sur le krill vient y pêcher, et derrière les crevettes, il y a les baleines. Donc c'est vraiment fondamental l'écosystème de la glace, et c'est un écosystème qu'on est en train de perdre dans l'Arctique, comme vous avez montré, puisque la glace de mer est en train de reculer, quoi. Voilà, et donc, avec bien sûr, ce que vous ne voyez pas dans l'Arctique, ce sont les manchots, d'accord, absolument originaux et une expérience inoubliable. Et voici toute l'équipe qui se trouve déposée sur une plaque de glace avec 4000 mètres d'eau en dessous. Moi, je suis là sur votre droite, là. Voilà. Mon meilleur souvenir d'expédition, mais il y en a plein d'autres. Merci. Il y a d'autres questions ? Oui, on se demandait comment est-ce que vous pourriez nous conseiller d'agir à notre échelle, à l'échelle de cette salle. Oh, il y a plein de choses à faire. C'est-à-dire que quand on est conscient que le changement de climat est en route, la première chose à faire, c'est de dépenser moins d'énergie, de rejeter moins d'énergie, c'est d'isoler sa maison. C'est ce que j'ai commencé à faire, moi, bien sûr, en étalant dans le temps. Après, pour changer de moyen de transport, utiliser le moins possible les voitures, circuler en train, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui, d'accord. Parfois, on est obligé d'aller en avion, parce qu'on ne va pas aller en kayak jusqu'au Groenland. Mais il faut effectivement apprendre à gérer ces transports, et puis changer de processus. Alors, je ne vais pas détailler ceci, mais dans ma carrière, j'ai beaucoup travaillé les entreprises, notamment au niveau du pôle mer en Bretagne, et depuis très longtemps déjà, depuis une vingtaine d'années, dans la tête des dirigeants d'entreprise, ils savent très bien que quand ils diminuent leur consommation d'énergie, leur rejet de CO2, donc, en fait, ils font des économies. Donc c'est déjà dans les têtes. Il y a quelques têtes farfelues dans le genre du chef d'État, un futur chef d'État des États-Unis qui croit que c'est pas vrai. Mais donc en fait, on est dans l'action locale possible. Et la deuxième question, c'est à l'échelle globale, c'est ça ? Moi, je disais à l'échelle de cette salle, et comment peut-être à l'échelle globale, ouais, c'est intéressant. Voilà, à l'échelle globale, en fait, vous connaissez l'histoire, on a créé ce qu'on appelle le GIEC, c'est-à-dire le groupement intergouvernemental pour le climat, pour l'étude du climat, qui fait des bilans scientifiques et qui les soumet à l'attention des dirigeants du monde. Et donc, l'idée du GIEC, c'est d'arriver à un consensus entre les scientifiques et les dirigeants, de telle sorte que eux, les dirigeants, et nous implicitement derrière, nous modifions nos comportements, notre façon de faire de l'économie. Eh bien, il y a beaucoup de solutions qui sont donc déjà décidées de concert, mais qui ne sont pas mises en œuvre jusqu'à présent. Super, merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un dans le public a une question ? Sinon, nous, on a préparé d'autres petites questions pour finir. Parce que moi, par exemple, j'ai écouté à la radio une océanographe qui expliquait que l'océan ne peut pas être qualifié de poumon. Parce que poumon, ça réalise un échange qui est différent de celui que l'océan réalise. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Oui, c'est simple. Alors en fait, je vais me balader sur le bord de mer au printemps. C'est agréable, il fait beau, on respire. On respire et en fait, effectivement, la photosynthèse est active, à la fois sur Terre, mais aussi dans l'océan, le plancton pousse. Je pense que Colomban, là, qui va finir par arriver, vous expliquera ça tout à l'heure. Et en fait, la photosynthèse absorbe du CO2, mais rejette de l'oxygène.
C'est le poumon, en quelque sorte. Ce phénomène se passe à la fois en mer et sur Terre. Sauf que, à l'automne, les feuilles tombent, c'est pas un scoop, d'accord? Les feuilles tombent sur Terre, et le même phénomène un peu analogue se passe sur mer, c'est-à-dire que c'est la dégradation qui l'emporte. Et la dégradation fait l'inverse, pompe du CO2 et pompe de l'O2 et rejette du CO2. Quoi. Donc de ce fait, quand on dit qu'il y a poumon, il faut dire qu'à la fois, il y a des situations qui dégagent de l'oxygène et d'autres qui en captent. C'est un peu un jeu de mots. Hein. Donc c'est quand même vrai de dire que l'océan, comme l'Amazonie, comme les forêts, sont des poumons à certaines saisons. Okay. Ça marche? C'est super intéressant. Est-ce qu'on a quelqu'un qui veut se tenter à poser une question, peut-être? Oui. Bah, venez. Non, vous n'avez pas parlé de la montée des eaux. À quoi est due la montée des eaux dont on parle souvent? Au diable, d'accord. Ok, alors. Je ne sais pas. Diapo qui l'illustre là. Je ne suis plus très. Je vais l'expliquer comme ça, ça sera plus simple. Alors, comme on a dit tout à l'heure, 90% de l'excès de chaleur que nous créons par les gaz à effet de serre passe dans l'océan. Ça marche? Donc, l'océan devient plus chaud. Un liquide qui est plus chaud se dilate. Le niveau de la mer monte. Mais en plus, une partie de la chaleur résiduelle passe dans l'atmosphère et sur les continents. Et donc, fait fondre les calottes glaciaires, c'est ce que vous avez évoqué, au Groenland, par exemple, qui va donc rajouter de l'eau douce en plus. La mer monte. Pareil pour les glaciers terrestres. Alors dans l'ordre, actuellement, ce qui importe dans la montée des eaux, c'est pour 50% le phénomène de dilatation, qui est donc du réchauffement direct de l'eau de mer. En deuxième lieu, les calottes polaires, à la fois du Groenland plus de l'Antarctique de l'Ouest, et enfin, les glaciers terrestres. Ça marche? Ok. Bien. Comment on explique que j'ai compris que le pacte du pôle Sud, il fondait que à partir de 2016, enfin il réduisait en tout cas. Comment on explique que ça a commencé avant au pôle Nord? Oui, ça marche. Alors, ce qui caractérise, comme on a dit, l'océan Arctique, c'est le fait que ce soit une Méditerranée, d'accord? C'est-à-dire, c'est un océan glacé. Ce qui caractérise l'Antarctique, au contraire, c'est un continent glacé, c'est-à-dire en fait une calotte glaciaire. Et en réalité, donc, ce qui est original pour ce qui est en particulier de l'Antarctique, c'est que cette énorme masse de la calotte glaciaire, elle ne va fondre que si l'eau chaude la lèche. Alors qu'on a vu que le Groenland, c'est une partie limitée de l'océan Antarctique. Ça va? Donc c'est la différence entre les deux. Alors ensuite, bien sûr, le réchauffement de l'eau, donc de l'océan de surface, et de l'atmosphère ne sont pas les mêmes dans l'Arctique et dans l'Antarctique. Ce qui fait que le premier phénomène du changement climatique est apparu plutôt dans le nord, ça tient à la circulation atmosphérique, ce qui explique que c'est lui, l'océan Arctique, qui a été le premier touché. Mais de fait, l'atmosphère circule, les courants circulent, et ce phénomène allait bien sûr arriver également dans l'Antarctique, ce qui est en train de se passer actuellement. Voilà, donc il y a un déphasage entre les deux, mais le même phénomène, finalement, est en route. Ça marche? Ok. On va prendre une dernière question. Est-ce que vous en avez une? Sinon, nous, on en a. Ok. Oui. Que va-t-il arriver si l'Antarctique et l'Arctique fondent complètement? Waouh. Alors, je ne serai pas vivant, vous ne serez pas non plus. On n'est pas à la même échelle de temps. Ouais. Je m'explique. Quand on fait un fourrage, quand on fait une carotte au Groenland d'ailleurs, ou bien dans l'Antarctique, je ne suis plus familier avec l'Antarctique, je vais parler de l'Antarctique, on a donc 2 à 3 kilomètres de glace. D'accord? Et donc cette glace s'est accumulée au cours de millions d'années. Donc, l'accumulation est à cette échelle de temps, et la fusion, au moins complète, est aussi à cette échelle de temps. Donc même si certaines parties du Groenland fondent, notre surprise, c'est qu'effectivement
la partie nord a déjà commencé à fondre, ce qui n'était pas anticipé. Donc la partie ouest de l'Antarctique est en train de fondre. Ça va affecter une partie de la calotte glaciaire, mais pas la totalité. Mais ceci étant, quand même, si tout fondait, on aurait effectivement 60 mètres d'élévation du niveau de la mer. Hein. On n'y est pas, mais quand même, compte tenu de l'accélération de la fonte de ces deux calottes glaciaires, au lieu d'avoir 1 mètre, comme on espérait généralement à la fin de ce siècle, on aura peut-être 1,50 m ou 2 mètres. Hein. Donc c'est un phénomène qui est en route, et qui est à une échelle de temps qui est évidemment très longue. Ça va? J'ai répondu à la question? Parfait. Bon. Merci beaucoup. Moi, je vous conseille de lire les livres de Paul Tréguer parce qu'ils sont vraiment passionnants. J'ai lu, au moins en partie, L'océan est-il le maître du climat, et vous aurez l'occasion du coup d'en parler aussi avec lui. Et vraiment, merci beaucoup d'avoir accepté de venir. Et du coup, on va vous inviter à une petite pause. Il y a une salle qui est en face. C'est la salle 10. La salle numéro 10, ouais. Voilà, j'ai aussi quelques exemplaires avec moi de mon Jules Verne. Là, c'est de la fantaisie, bien sûr. C'est de la science, mais aussi de la fantaisie. Merci. Ok.